Voilà, donc vous êtes arrivé, vous voyez, dès qu'on a commencé, regardez maintenant, voilà, ça va perturber la... Alors, ici, on va traiter l'exercice numéro 5, 6 et 7. Quel que soit votre groupe, si vous n'avez pas encore traité ces exercices, la séance est pour vous. Pour celui qui pose la question. Les groupes que j'ai programmés, ce sont les groupes 6, 8 et 10. Le groupe 7, il aura la séance tout à l'heure, puisque on vient de me dire qu'il y a un TP en parallèle qui se fait. Donc le groupe 7, c'est tout à l'heure à 10h30. On reprend les mêmes exercices 5, 6 et 7. Bien sûr, si on a le temps de terminer le 7e. Voilà. Voilà, je vais commencer. J'espère qu'on ne va pas être perturbé. Bon, ça m'étonnerait. Alors, je vous disais que votre chargée de TD, mademoiselle Rabhala, m'a demandé de la remplacer pour les enseignements en ligne. Moi, c'est mademoiselle Yesli. J'ai déjà enseigné les TD de logique mathématique. Donc, je travaillais avec l'équipe de monsieur Habet les années précédentes. Selon mademoiselle Rabhala, vous avez déjà fait les premiers exercices jusqu'au 4e, donc on continue directement avec l'exercice numéro 5. Alors, l'exercice numéro 5, il vous dit soit une fonction logique f à 4 variables, telle que f égale à 1, si et seulement si le nombre de variables de f qui sont à 1 n'est pas inférieur à 2. Puis on nous demande d'établir la table de vérité de f et de donner la forme normale conjonctive et la forme normale disjonctive de f. Donc avant de commencer le déroulement de l'exercice, je vais vous demander de prendre note, prendre vos feuilles ou vos cahiers pour prendre note, parce que il ne suffit pas juste de visualiser ou de suivre comme ça, il faudrait écrire vous-même votre solution, ou peut-être prendre note maintenant durant le TD. Par la suite, vous reprenez, vous déroulez les exercices vous-même pour savoir si vous avez bien compris ou pas. Dès que vous déroulez vous-même et que vous vous posez la question pourquoi on a fait ceci ou pourquoi on a fait cela, donc là, vous n'avez pas encore bien compris. Il faudrait poser la question soit par mail, soit directement lorsqu'on va reprendre les enseignements en présentiel. Alors, oui. Oui. Vous allez faire une deuxième séance À à 10h. 10h30. Oui, c'est la même. Oui, c'est la même. C'est la même. Pour le groupe 7, qui monte. Voilà, c'est la même. Je ferai une autre séance. D'ailleurs, oui. Alors. Pour la table, alors on nous dit la première question, établir la table de vérité de f. F est égal à 1, nous dit dans l'énoncé, f est égal à 1 si et seulement si le nombre de variables de f, dans l'énoncé on nous dit 1 sont inférieurs à 2, ce qui signifie que si c'est inférieur à 2, le contraire c'est donc le nombre de variables est supérieur ou égal à 2. Vous avez compris. F est égal à 1, dans l'énoncé, on va revenir à l'énoncé, on nous dit si seulement si le nombre de variables de f qui sont à 1 n'est pas inférieur à 2. Si ce n'est pas inférieur à 2, donc c'est supérieur ou égal à 2. Une fonction f à 4 variables, donc on définit une table de vérité de x, y, z, t, de 16. 16. Voilà.
de 16 combinaisons possibles. 2 à la puissance 4, ça nous donne 16 combinaisons possibles. Ça, donc, vous savez remplir une table de vérité comme ça. Vous l'avez déjà fait en première année. D'accord. Donc, ici, comment on va remplir la fonction f? Dès qu'on trouve le nombre de variables est supérieur ou égal. Voilà, donc là par exemple on a z était c'est 2, donc je vais mettre 1 pour ma fonction. Dès que je trouve 2, je mets 1. Dès que je trouve 2 variables ou plus, par exemple là c'est 3, je mets 1. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, on a 3 variables, je mets 1. Là, il y a 2, là, il y a 3. Dès que je trouve 2 variables ou plus, 3 ou 4 variables à 1, je mets 1. D'où le résultat suivant. Voilà. Après, la deuxième question, on nous dit donner la forme normale disjonctive ou la forme normale conjonctive de f. Donc, avant de donner la réponse, je vous fais un petit rappel sur la forme normale disjonctive et la forme normale conjonctive. Pour la forme normale disjonctive, on écrit comme ça, FND, forme normale disjonctive, une forme propositionnelle f, lorsqu'elle vaut 1, peut s'écrire sous forme de disjonction de fonctions conjonctives. Donc, on va écrire quelque chose comme ça. Pardon. On va écrire quelque chose comme ça. Notre fonction f, on va l'écrire sous forme de, voyez ici, de disjonction de fonctions conjonctives. Donc, c'est des choses où on va mettre des conjonctions. Ça, on l'appelle la fonction conjonctive. Ça, c'est une fonction conjonctive. Ça aussi, c'est une fonction conjonctive. Ça, c'est juste un exemple, d'accord? C'est la disjonction, c'est ce que je vous représente ici. C'est la disjonction de fonctions conjonctives, donc de PIJ. Ou PIJ, ça peut être soit, ça prend soit la valeur de vérité, soit la négation de la valeur de vérité. Donc, ça peut être un 1, ça peut être un 0. C'est ça, une forme normale disjonctive. C'est une disjonction de fonctions conjonctive. Maintenant, la fonction conjonctive, c'est quoi? La fonction conjonctive, c'est quoi? Et comment on l'écrit? Comment on la représente? On doit savoir. Dans la fonction conjonctive, donc c'est une conjonction, d'accord, de propositions, de variables propositionnelles. Si maintenant la variable propositionnelle elle vaut 1, alors on prend sa valeur de vérité directe. C'est-à-dire on représente directement P. Si la P égale à 0, alors on prend la valeur de vérité inverse, on représente non P. Et là je vous donne directement un exemple pour comprendre. Si on a dans notre fonction f, P, Q, R, 3 variables, P vaut 1, Q vaut 1 et le R vaut 0. Comment on va représenter sa fonction conjonctive qui lui correspond? On écrit pour 1P, donc on prend la valeur directe, et Q, il prend la valeur directe, et le 0, il devient non R. On prend sa valeur inverse. Si on représente par les valeurs, on aura 1 plus 1, et la négation de 0, ça nous donne 1. Le tout, donc on aura 1 partout. Lorsqu'on a des 1 partout, donc on aura pour la conjonction 1, 1. Ce qui correspond vraiment à ce qu'on avait dit tout à l'heure. On écrit ces fonctions conjonctives lorsque notre fonction vaut 1. On aura par la suite, si je reviens en arrière ici, on aura donc des 1 partout. Là, on représente notre fonction lorsqu'elle vaut 1. Lorsqu'elle vaut 1, on aura donc des disjonctions de fonctions conjonctives. Si on applique directement sur notre fonction, attendez, je vais accepter cette personne qui vient d'arriver. Donc, si on applique directement sur notre exercice, la forme normale disjonctive de f, ce sont donc des fonctions conjonctives qu'on va écrire
lorsque la fonction vaut 1. Voilà. C'est lorsque notre fonction vaut 1. Voilà, oui. Ah, voilà, c'est comme les formes canoniques. Oui, les signes sont différents entre la logique booléenne et la logique mathématique. Oui. Donc, on écrit donc la forme normale disjonctive de f lorsque la fonction vaut 1. Donc là, si vous comptez, on a 11 fonctions conjonctives à écrire. Donc là, j'ai représenté directement 11 parenthèses. Ici, on va écrire donc les fonctions conjonctives et entre ces fonctions, on met des disjonctions. Donc j'ai préparé moi le terrain de travail et là maintenant, je vais remplir mes fonctions conjonctives. Donc vous comptez 11 pour ne pas vous tromper. Par la suite, vous allez remplir les fonctions conjonctives. Donc j'avance. Madame, quelle fonction en conjonctive? Attendez, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, non? Pourquoi? Voilà. Oui, oui. Oui, la question, j'ai pas compris. Mademoiselle. La fonction conjonctive. Voilà la fonction conjonctive, elle est là. Elle est là. Regardez, j'écris la fonction normale disjonctive. La fonction normale disjonctive de f, de ça. Je vais l'écrire sous forme de fonction conjonctive. Vous voyez les conjonctions, ce sont les verbes, ce que j'ai mis en vert, c'est des et logiques. Ça, c'est une fonction conjonctive. Comment je vais écrire cette fonction conjonctive? Je viens ici, lorsque ma fonction vaut 1, je prends la valeur directe lorsque la variable vaut 1. Ça veut dire là, je vais écrire z et t. Lorsque x, la y et z, ils valent 0, là, on va écrire non x et non y. Donc, sur ça, suivez ce qu'on a écrit ici. J'ai écrit non x et non y et z et t. Ça correspond à ça. Ça, c'est une fonction conjonctive. Voilà, la première. Je fais une disjonction et je vais écrire maintenant une fonction conjonctive pour la deuxième combinaison de variables lorsque f vaut 1. Suivez ce qu'il y a ici. C'est un non x. Lorsque ça vaut 0, je mets non x. Lorsque ça vaut 1, je prends directement, c'est y et y. Et non z et t. Voilà ce qu'on a écrit ici. Pour la troisième qui est là. Essayez donc, chez vous, et vous, bon, je ne vais pas vous demander de parler tous à la fois, ce n'est pas possible, mais suivez avec moi et essayez de dire la réponse avec moi et regardez si c'est la bonne. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre non x et y et z et t. L'objectif, c'est d'avoir un 1 avec une conjonction. Pour avoir un 1 avec des et logiques, il faudrait que là, je prenne non x qui me donne un 1. Parce que c'est 0, non x qui me donne 1, et 1, et 1, et non t pour avoir un 1. C'est ça la fonction conjonctive. Donc, de la même façon, on avance donc pour le quatrième, c'est celui-là. Le quatrième, c'est celui-là. Donc, le quatrième, ici, oh, j'espère que je ne me suis pas trompée, je les ai vérifiés. Voilà, le quatrième, c'est ça. Voilà, le quatrième, voilà, c'est celui-là. Il est là. Donc, c'est un non x et y et z et t. Non x et y et z et t. Est-ce que je vais continuer ou c'est clair? Je continue peut-être pour le cinquième. Le x, voilà, le cinquième, il est là. C'est un x. X, je l'en prends directement. Dans la fonction conjonctive, on le prend directement. C'est un x et non y et non z et t.
Ici, par exemple, pour le suivre, là, on prend X et non Y et Z et T. L'autre, on prend X et Y et non Z et non T. Après, ici, on prend X et Y et non Z et T. Alors, les deux autres, les deux derniers, là, c'est X et Y et Z et non T. Et le tout dernier, c'est un, voilà, il est là, c'est X et Y et Z et T. Voilà notre forme normale disjonctive. Donc, la forme normale disjonctive, vous l'écrivez lorsque la fonction f, elle vaut 1. Et c'est une disjonction, vous voyez, on a mis, c'est une disjonction de fonctions conjonctives. Et les fonctions conjonctives, vous les prenez, donc ce sont les combinaisons. Vous allez écrire la combinaison sous forme d'une fonction conjonctive. Lorsque les variables valent 1, vous les prenez directement. Z vaut 1, on écrit Z. T vaut 1, on écrit T. Lorsque la variable vaut 0, on prend sa valeur inverse. Donc, on prend l'inverse de 0. Donc, on prend non X et non Y. Voilà pour la forme normale disjonctive de f. Ce qui est demandé aussi, on nous demande de donner la forme normale conjonctive de f. Donc, avant d'appliquer sur l'exercice, je vous fais aussi le rappel sur la forme normale conjonctive. Cette fois-ci, on écrit FNC. La forme normale conjonctive, elle est écrite, on l'écrit lorsqu'on a une forme propositionnelle f vaut 0. Une forme propositionnelle f, lorsqu'elle vaut 0, elle peut s'écrire sous forme de conjonction de fonctions disjonctives. C'est l'inverse de tout à l'heure. On écrit maintenant des conjonctions de fonctions disjonctives. Donc, on va avoir cette forme-là. On va avoir des conjonctions, là c'est des « et hein, », de fonctions disjonctives. Là, ce sont des disjonctions. Voilà, ça c'est une fonction disjonctive. Une autre fonction disjonctive. Bien sûr, donc c'est des conjonctions de fonctions disjonctives de PIJ. Ou PIJ, soit ça peut être un 1, soit ça peut être un non, soit la valeur de P, soit la négation de la valeur de P. Donc, et là, je vous rappelle aussi comment on écrit une fonction disjonctive. Comment on écrit ce qu'il y a entre parenthèses. La fonction disjonctive, on l'écrit, bien sûr, ce sont les combinaisons où la fonction vaut 0, qu'on écrit comme ça. Si P égale à 1, cette fois-ci, on prend la valeur inverse. Si P égale 0, on prend la valeur de vérité directe. Je vous donne un exemple directement pour voir. Si on a PQR qui est égal à la combinaison 1, 1, 0, la fonction disjonctive, ça va s'écrire comme ça. Lorsque ça vaut 1, on écrit non P. L'objectif, c'est d'avoir un 0. Lorsque je représente non P ici, ça me donne la valeur 0, la valeur de vérité 0. Ou non Q. Donc non Q me donne 0. Donc 0 ou 0. Ou R qui vaut 0. Donc 0 ou 0 ou 0, ça me donne 0. Et ce qu'on avait dit tout en haut, on écrit donc la forme normale lorsque f vaut 0. On écrit pour une fonction, on écrit la forme normale conjonctive de f lorsque la fonction vaut 0. C'est-à-dire pour cette première combinaison, je vais écrire mon f sous forme de cette disjonction. Voilà, je vais écrire pour cette combinaison une disjonction. Pour la deuxième, on écrit une disjonction. Et ainsi de suite. Donc, combien de disjonctions je vais avoir? Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on prend la valeur inverse. La valeur inverse lorsque...
c'est la valeur, valeur directe. Là, je prends la valeur oui, c'est la propre valeur directement. Ça me donne 0, 0, 0 ou 0. Je vais voir juste ce que j'ai écrit avant. Ce que je vous ai écrit avant. Et voilà, oui. Je prends la valeur directe. Ce que je vous ai écrit, c'est correct. Très bien. Donc ici, on prend directement le... Voilà, c'est la valeur directe qu'on prend. C'est X ou Y ou Z ou T. Et le ou de l'ensemble de ces zéros, ça nous donne 0. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait dit avec le principe de la fonction normale conjonctive. Donc pour la deuxième, ici, ça va être X ou Y ou Z ou non T. Voilà. Pour la troisième, ça va être un X ou Y ou donc non Z ou T. Voilà. La quatrième, c'est un X ou non Y ou Z ou T. Et la toute dernière, là, c'est un non X ou Y ou Z ou T. Voilà de la forme normale conjonctive, comment on l'écrit. Entre les deux fonctions normales conjonctive et la fonction normale disjonctive, il y a ce qu'on appelle une dualité. C'est l'une et l'inverse de l'autre. Donc, d'où la formule suivante. On a la forme normale conjonctive de F, c'est la négation de la forme normale disjonctive de nom de F. Donc, si on vous donne la même question que cet exercice, on vous dit de faire ou de donner la forme normale disjonctive et puis la forme normale conjonctive, vous pouvez dérouler une suivant la définition et la deuxième, vous pouvez la déduire directement à partir de cette dualité. Donc, même l'inverse, on peut avoir la forme disjonctive, la forme normale disjonctive de F, c'est la négation de la forme normale conjonctive de nom de F. C'est-à-dire, c'est la même chose. Vous pouvez inverser entre ces deux-là. Moi, je vous donne ça, mais vous pouvez avoir les deux. Normalement, tout ça a été dit dans le cours, donc c'est juste un petit rappel. On fait ça. Donc, la fonction f, elle est donnée comme ça. Pour retrouver la forme normale conjonctive à partir de là, il me faut un nom f. Donc, je représente le nom f qui est là. Voilà, c'est la négation de f. Après, pour calculer donc la forme normale disjonctive de nom f, c'est une donc disjonction de fonctions conjonctives lorsque la fonction vaut 1. C'est pour ça que je vous ai mis les 1 en rose. Donc, on aura combien de fonctions conjonctives? On aura 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je les ai représentées ici. Donc, la négation, j'ai mis une négation, j'ouvre deux accolades, et puis je représente à l'intérieur des deux accolades ma fonction normale disjonctive, donc de ce nom f. Donc, je représente cela. Donc, ici, qu'est-ce que j'écris? On écrit les fonctions conjonctives. Donc, je viens ici, je mets... L'objectif, c'est d'avoir un 1. Donc, je mets un non x et non y et non z et non t. Un non x et non y et non z, non t. Voilà. Ce qui nous donne après le 1 qu'on cherche. Après, pour la deuxième jusque-là, c'est non x et non y et non z et t. Après, pour la troisième, c'est non x et non z, et non y et z et non t. Ça nous donne aussi donc tous des 1.
Là, c'est non x et y et non z et non t. Et la dernière, c'est x et non y et non z et non t. Voilà, donc on a représenté les fonctions conjonctives. Après, on applique la négation à ces fonctions-là, à tout ce qu'on a entre les deux accolades, en appliquant la loi de De Morgan. D'où, donc, les symboles à l'intérieur, ils vont devenir des disjonctions. Et bien sûr, ces symboles-là, avec la double négation, ils vont disparaître. Donc, lorsque je distribue avec la loi de De Morgan, la négation avec x, elle va partir. Donc, je vais avoir un x et y et z et t pour la première. Pardon, pas le et. Bien sûr, là, il va devenir ou. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut passer par de la forme jonctive à la forme conjonctive sans utiliser le tableau? Comment vous allez faire? C'est une question. Sans passer par le tableau de vérité. Mais on a besoin de connaître les valeurs des variables. Madame, on peut savoir connaître sauf les variables de la fonction conjonctive, puis on fait les lois de Morgan, etc. Vous voulez dire ici dans la déduction? Vous voulez dire ici, par exemple, pour passer d'une fonction normale conjonctive, comment on va la déduire? Là. Oui. Je n'ai pas compris la question. Par exemple, on nous a donné une forme normale conjonctive. Elle a été donnée. Après, pour passer de la forme normale conjonctive à la forme normale disjonctive, on peut le faire avec la loi de De Morgan, avec le principe de dualité directement sans passer par le tableau. Normalement, c'est possible, mais là, en fait, c'est une question. Moi, je ne vois pas comment vous allez après écrire. Comment vous allez écrire ça? Comment vous allez écrire les fonctions conjonctives? Madame, ils sont déjà donnés, genre. Ah, vous voulez dire que ça veut dire que c'est connaît pas la déjà peine. fonction normale disjonctive. Mais ce n'est pas pour f, c'est pour non f. Attention, ce n'est pas pour f, c'est pour non f. Après ça change, regardez, le f, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ce n'est pas pour là où la fonction vaut 1. Il faut voir là où ça vaut, c'est l'inverse, ça veut dire on cherche non f. Après, une fois qu'on a non f, donc on va voir où est-ce que la fonction non f vaut 1. À ce moment-là, on va écrire les fonctions conjonctives pour l'autre. Ça veut dire c'est tout inversé. C'est inversé. Vous pouvez le faire, vous pouvez le déduire, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous pouvez le faire sans représenter son nom f, mais il faut faire attention. Parce que votre fonction conjonctive, vous allez l'écrire après pour le f lorsqu'il vaut 0. Et là, vous allez écrire une fonction conjonctive ici. Là, et vous allez prendre, bien sûr, suivre comment on écrit une fonction conjonctive. Ça veut dire je vais prendre les valeurs inverses pour les x. X, Y, Z, T, ça vaut 0, donc je prends sa valeur inverse. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un 1 pour la fonction, et non pas le 0. Je ne sais pas maintenant si ma réponse est claire ou pas. Oui? Madame, j'ai pas compris. Vous me posez la question? Genre, d'abord, il faut chercher le nom F. Puis... Oui, il ne faut pas... moi, si j'ai bien compris la question des camarades qui viennent d'intervenir maintenant, si j'ai bien compris, pour eux, ce n'est pas la peine de représenter le nom F et de déduire directement. Hein? À partir de cette table, ils vont écrire ça.
Vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, il faut faire attention. Vous allez écrire ça lorsque la fonction vaut 0. Parce que non f, lorsque je représente non f, non f vaut 1, lorsque f vaut 0. Là, c'est clair. Mais maintenant, si c'est clair dans votre... si c'est clair dans votre tête, oui. Mais moi, ce que je conseille aux étudiants, de faire les choses étape par étape pour éviter de se tromper. Mais une fois que vous vous êtes exercé sur les fonctions normales et les fonctions disjonctives, le principe et le raisonnement est clair dans votre tête, là, c'est bon. Mais il ne faut pas sauter ça. Ça, c'est non F, parce que les étudiants qui mettent F ici, c'est faux. Hein? Là, c'est un non F. Madame, Oui. j'ai posé la question parce que j'ai vu déjà des exercices où ils demandent de transformer la forme normale conjonctive à la disjonctive sans passer par Et, sans donner de table de vérité. bon, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vous dis, voilà, je vous ai répondu. C'est sans passer par la table de vérité, la seule dualité qu'il y a entre la forme normale conjonctive et la forme normale disjonctive, c'est celle-là que je vous donne. Peut-être dans les corrigés de M. Habet, même les corrigés que nous recevons pour les TD, que nous partageons avec vous, des fois ils ne sont pas très détaillés. Mais sans voir ce que vous me dites sous les yeux, je ne peux pas vous répondre comme ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais la dualité entre le passage entre la forme normale conjonctive et la forme normale disjonctive, il ne peut se faire que selon cette règle-là. Moi, j'insiste juste sur une chose pour vous dire que là, c'est non F. Là, c'est une erreur fréquente où les étudiants mettent un F ici. C'est-à-dire ils mettent directement la négation de la forme normale disjonctive qu'ils ont trouvée avant. C'est-à-dire celle qu'on avait trouvée avant, il lui applique une négation. Là, c'est faux. Là, c'est faux. D'ailleurs, lorsqu'on a fait non F, on a trouvé donc 5 fonctions conjonctives. Lorsqu'on applique la loi de De Morgan, ça nous donne directement le résultat de tout à l'heure. On avait 5 fonctions disjonctives. Là, normalement, c'est facile. Avec l'application de De Morgan, les disjonctions vont devenir des conjonctions et à l'intérieur, les négations vont sauter. Et là aussi, ça va devenir des ou. Donc, par exemple, le premier, il devient X ou Y ou Z ou T directement. Le deuxième, il devient X ou Y ou Z ou non T. Et ainsi de suite. Voilà donc pour le premier exercice. Pour autre chose, si vous avez cet exercice, vous pouvez me l'envoyer et je vous répondrai clairement. D'accord, je vais voir de quoi vous me parlez et je vais vous répondre clairement. Vous pouvez m'écrire par mail. D'accord, pour cette question. Alors, je vais passer donc à l'exercice suivant. Exercice numéro 6. Exercice numéro 6, on nous dit soit A et B, deux variables propositionnelles désignant respectivement il pleut et il y a des nuages. On nous dit donner en français 6 phrases différentes ayant le même sens que la formule A implique B. Alors, dans la logique mathématique et dans les mathématiques en général, l'implication est très importante. Elle a un point très important dans les raisonnements mathématiques. C'est pour ça qu'il y a tout un exercice pour parler de l'implication. On nous donne deux variables propositionnelles. A, il pleut. Et B, il y a des nuages. Et on nous dit, donner la formule A implique B en français. Alors, l'implication A implique B exprime si la proposition A est vraie, alors la proposition B l'est aussi, est vraie aussi. Si on a A est vrai, alors B est vrai. D'ailleurs, l'expression la plus courante ou l'interprétation la plus courante, c'est de dire si A
alors B. Si A est vrai, alors B est vrai. L'implication, elle se lie par A implique B. A entraîne B. L'implication veut dire A force B. C'est comme ça qu'on interprète le symbole, la implication. Si A est vrai, alors B l'est vrai aussi. Donc, si on vient donner des phrases en langue française, la plus évidente, c'est de dire s'il pleut, alors il y a des nuages en appliquant directement. S'il pleut, alors il y a des nuages. On applique le si A alors B. Est-ce qu'on peut proposer aussi il pleut, donc il y a des nuages. On peut proposer il pleut implique il y a des nuages. On est toujours dans la même façon d'exprimer. Si A alors ou A implique B, c'est la même chose. Mais il faut faire attention, très attention, dans l'implication A implique B, la proposition si A alors B ne dit pas que l'hypothèse A est vraie. Elle ne suppose pas que A est vrai. Elle dit seulement que si l'hypothèse A est vraie, alors la conclusion B l'est aussi. C'est-à-dire, il se peut que A soit fausse. Il se peut que A soit fausse. Mais lorsque A est vrai, alors B l'est aussi. Il faut comprendre bien le sens de l'implication. Une implication dans la table de vérité, quand est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse lorsque on a la première hypothèse, l'hypothèse est vraie et la conclusion est fausse. À ce moment-là, on dit l'implication est fausse, mais ailleurs elle est vraie. Ailleurs elle est vraie. Si on a A est vrai, alors B est vrai. Mais si elle est fausse, si on a l'hypothèse est fausse, après bon, peu importe ce qu'il y a dans le B, c'est un 1, c'est un 0, peu importe. Mais dans les raisonnements mathématiques, si on démarre avec une hypothèse vraie, alors on doit aboutir à une hypothèse vraie. D'accord? On se base toujours dans les raisonnements mathématiques sur l'implication. J'ai donné une autre qui n'apparaît pas ici. Je pense que j'ai écrit... Il pleut, par conséquent, il y a des nuages. Est-ce que j'ai écrit il pleut par conséquent? Par conséquent, il y a des nuages. Par conséquent, c'est la même chose comme implique. Une autre façon d'exprimer l'implication, c'est en l'exprimant avec la condition nécessaire d'une implication et la condition suffisante d'une implication. Alors on commence par expliquer c'est quoi la condition nécessaire d'une implication. A implique B exprime pour que A soit vrai, il faut que B soit vrai. Alors on dit que B est une condition nécessaire pour que A soit vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition nécessaire d'une implication. Si on l'applique sur l'exemple, ça va devenir plus clair. A, il pleut. B, il y a des nuages. Donc la formule A implique B en exprimant la condition nécessaire, ça signifie que il y a des nuages est une condition nécessaire pour qu'il pleuve. Et c'est normal, c'est justement ça explique. Cet exemple-là, il va vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une condition nécessaire. C'est sûr que c'est les nuages qui nous donnent la pluie. C'est grâce à ces nuages qu'il y a de la pluie. Donc, il faut qu'il y ait des nuages pour qu'on ait une pluie. Donc, on peut exprimer l'implication A implique B, sachant que A, il pleut et il y a des nuages de cette façon-là.
On dit qu'il y ait, j'écris qu'il y ait des nuages, est une condition nécessaire pour qu'il pleuve. Et là, l'étudiant va me dire qu'on a inversé entre le A et le B. En fait, on n'a pas inversé. C'est toujours la même implication. A implique B, mais on a exprimé ce qu'on appelle la condition nécessaire. Ça veut dire, B, il faut qu'elle soit vraie pour que A le soit. C'est B qui est la condition pour que A se réalise en quelque sorte. Et sur l'exemple là qu'on nous a donné dans l'exemple avec la pluie et les nuages, ça s'explique. D'accord? Ce qu'on appelle maintenant la condition suffisante d'une implication, lorsqu'on a A implique B, pour que B soit vrai, il suffit que A soit vrai. Pour que B soit vrai, il suffit maintenant que A soit vrai. Alors, je reviens en arrière, comme ça vous allez voir ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé de A. On s'est intéressé à A. On a dit pour que A soit vrai, il faut que le B soit vrai. Parce que B, c'est la condition nécessaire pour que A se réalise. Par contre, maintenant on parle de B. Tout à l'heure, on parlait de pour que A soit vrai. Maintenant, on dit pour que B soit vrai, il suffit que A soit vrai. Et on dit A est une condition suffisante pour que B soit vrai. C'est comme ça qu'on l'écrit mathématiquement. Pour que B soit vrai. Et on le lit pour que B soit vrai. Et si on l'applique sur l'exemple, ça s'explique, ça devient plus clair. Toujours avec A, il pleut, B, il y a des nuages. Donc la formule A implique B en français en exprimant la condition suffisante pour cette implication, ça nous donne qu'il pleuve est une condition suffisante pour qu'il y ait des nuages. Si vous voyez que vous sortez, aujourd'hui il pleut, il a plu d'ailleurs, dès qu'on sort, on voit la pluie. On sort de la maison, on dit il a plu aujourd'hui. Ça, c'est suffisant pour dire que il y a des nuages dans le ciel, même si vous ne les avez pas vus, même si vous ne les voyez pas peut-être, il y a du brouillard que vous ne voyez pas ces nuages, mais il suffit de voir de la pluie, vous voyez tout est mouillé et que pour dire que il y a des nuages. Pour que B, la proposition, la proposition, ce qu'on appelle la conclusion. Il y a l'hypothèse et la conclusion. A, c'est l'hypothèse et B, c'est la conclusion dans une implication. Là, c'est la condition suffisante. Donc là, je vous ai mis quelque chose à retenir sur l'implication. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Je voulais résumer. L'implication peut s'écrire soit comme une condition nécessaire, soit comme une condition suffisante. Donc pour que l'hypothèse soit vraie, pour que A soit vrai, il faut que la conclusion soit vraie. Il faut que B soit vrai. C'est ce qu'on a écrit. Soit une condition, on peut l'écrire sous forme d'une condition suffisante. À ce moment-là, on regarde, est-ce que notre conclusion est vraie? Pour que la conclusion soit vraie, il suffit que l'hypothèse, soit vraie. Là, je vous ai mis juste quelques phrases en plus, histoire d'avoir une idée sur comment on exprime mathématiquement les raisonnements. Les phrases suivantes ont le même sens. Elles permettent de varier un peu le discours mathématique. Lors d'un raisonnement, vous pouvez écrire si P alors Q. Par exemple, c'est ce qu'on va utiliser par exemple dans l'exercice numéro 10. Dans les exercices de raisonnement, généralement, on écrit si P alors Q. Et on va vous donner la proposition P et on va vous donner la proposition Q. Les expressions, je veux dire en langage naturel, et on peut vous les donner et vous les formalisez après. Puisque P, donc Q. C'est-à-dire, il suffit de P ça veut dire suffit que P soit vrai pour Q. P est suffisante pour Q.
va voir Q est nécessaire pour P. Ou bien on peut écrire il faut Q pour P. Ça, donc, c'est des expressions que vous pouvez manipuler lors des raisonnements, mais il suffit juste de comprendre comment on lit une implication, quelle est sa condition suffisante et quelle est sa condition nécessaire. Donc il suffit de reprendre cet exercice, de l'écrire pour mémoriser ces informations. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que oui. Alors, on peut avancer vers l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7, on vous dit, on reste dans le contexte de l'exercice 6. Ça veut dire avec A, il pleut et B, il y a des nuages. Et on pose C égale A implique B. On nous demande d'écrire chacune des formules suivantes. La négation de l'implication, la réciproque de l'implication, la contraposée de l'implication et l'inverse de l'implication. Puis en deuxième question, pour chacune des formules précédentes, écrire les phrases en français leur correspondant. Donc, on a A, il pleut, B, il y a des nuages. Si on a A implique B, on nous dit représenter la négation de l'implication. Donc la négation de l'implication, je fais rentrer une négation qui est équivaut donc à un nom de A implique B. Et qui équivaut A implique B, je peux l'écrire sous forme de nom A ou B. Après, avec la loi de De Morgan, je peux donc développer. La double négation va sauter. Je vais avoir un et non B. En langage naturel, pour exprimer la négation, alors il est préférable d'exprimer en langage naturel la première expression, c'est mieux, il y a plus de sens que d'exprimer celle-là. Là, on prend la négation et on l'exprime comme ça. Il est faux que, après ce qu'on a entre parenthèses, on l'exprime avec le si alors. Donc on aura, il est faux que, s'il pleut, alors il y a des nuages. On a carrément nié, s'il pleut, il y a des nuages. On a fait rentrer une négation, donc il est faux que, s'il pleut, alors il y a des nuages. Je vous dis, c'est mieux de l'exprimer comme ça, en langage naturel, de démarrer à partir de là, que d'aller ici. Ça, c'est beaucoup plus pour lorsqu'on a besoin de développer algébriquement. Ça, c'est mieux. Généralement, les implications, on les transforme. Après, il y a des simplifications qui vont s'opérer, etc., pour avoir un raisonnement simplifié. Généralement, dans les développements algébriques. En langage naturel, donc de préférence, exprimé à partir de là. Alors, la réciproque de l'implication C, la réciproque, c'est B implique A. B implique A n'est pas équivalente à A implique B. Leurs tables de vérité sont différentes. Elles ne sont pas équivalentes. En langage naturel, donc on va dire, s'il y a des nuages, alors il pleut. Voilà, c'est comme ça qu'on va l'exprimer. En 3, on nous demande la contraposée de l'implication. Là, la contraposée, elle est très, très intéressante. Oui. La réciproque, lorsque vous avez une implication A implique B, sa réciproque, c'est B implique A. C'est juste B implique A. Après, je vous ai dit que si vous dressez une table de vérité pour cette implication et celle-là, elles ne sont pas équivalentes. Leurs tables de vérité sont différentes. Par contre, la contraposée qui est non B implique non A, c'est non la négation de ça, implique la négation de ça. Ça, par contre, c'est équivalent à A implique B. Si on dresse une table de vérité,
de A implique B, vous allez trouver la même table que non B implique non A. A implique B est équivalent à la contraposée. En langage naturel, on dit s'il n'y a pas de nuages, alors il ne pleut pas. Ça, c'est en langage. Oui. La contraposée, donc c'est la réciproque, mais les deux en même. Oui, si vous voulez l'appeler comme ça, mais en langage mathématique, en langage. Oui, si vous voulez, juste pour vous repérer. Sinon, après la réciproque, c'est B implique A, et la contraposée, c'est non B qui implique non A. Et il faut retenir que c'est non B implique non A qui est équivalente à A implique B. Vous pouvez après représenter la table de vérité de non A, non B, après faire non B implique non A, vous allez trouver, c'est la même table de vérité. Et puis, dans les raisonnements mathématiques, généralement, lorsqu'on a une implication A implique B, on nous dit faites un raisonnement, montrez que ce raisonnement est correct. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de montrer la négation. La négation, c'est plus simple, c'est de démarrer, avec non B, et on raisonne par l'absurde. C'est-à-dire, on suppose que non B est vrai, après on construit un raisonnement, et puis à un certain moment on arrive à une contradiction, et là on dit en fait ce qu'on avait supposé faux est vrai, ce qu'on avait supposé faux est vrai. Dire dans les raisonnements de démonstration, on utilise beaucoup plus la contraposée lorsqu'on nous demande de montrer A implique B. Alors, voilà, ça je l'ai dit, la contraposée est équivalente à l'implication implique B. La dernière, c'est ce qu'on appelle l'inverse de l'implication. L'inverse de l'implication, c'est non A qui implique non B. Et en langage naturel, donc directement, c'est s'il ne pleut pas, alors il n'y a pas de nuages. Voilà donc pour l'exercice numéro 7, oui. Est-ce que tu peux répéter la négation de C? La négation, oui. La négation, c'est juste, on fait rentrer un non à l'implication. Donc j'ai fait rentrer un non ici. Pour A implique B, on a appliqué une négation. Voilà, on a A implique B, on a fait rentrer une négation. Après, oui. De l'implication, c'est O. Après, j'ai pas compris ce que vous avez dit, parce qu'est-ce qu'on a mis ici? Ici, c'est juste l'équivalent de l'implication. L'implication, c'est équivalent à non A ou voilà, non A ou B. Ça, vous le connaissez déjà. L'implication, elle vaut non A ou B. Oui, ça c'est normalement c'est connu. Vous le connaissez normalement depuis la première année. L'implication, c'est équivaut à non A ou B. A implique B, c'est équivaut à non A ou B. C'est ce que j'ai fait, c'est tout. Après, là, on a appliqué donc la négation avec la loi de De Morgan. Non de non A, il va devenir un A, ça va sauter. Et puis le O, il devient et le non, il rentre ici, il devient non B. On appelle comment les trois traits entre les deux? Ah, ça, les trois traits, ça c'est l'équivalent, c'est l'équivalence. Ça veut dire équivalent. Au lieu de le représenter avec le symbole de l'équivalence que vous connaissez, là je l'ai représenté comme ça. D'accord. C'est équivalent, c'est l'équivalent. Oui. Au lieu d'écrire égal, j'ai écrit équivalent. D'accord, très bien. Voilà pour les trois exercices. En fait, on les a fait les trois parce que j'ai fait des animations, donc ça m'a permis un peu de gagner du temps. Si vous n'avez pas de questions, donc on a fait la première séance en ligne.
pour vous, normalement, vous avez un peu de retard par rapport aux autres camarades, mais on va essayer de le rattraper. Les exercices sont simples. Pour les exercices qui vont venir aussi, qu'on va traiter après, sont simples. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vais vous libérer. Il y a peut-être ceux qui ont une séance après en ligne. Moi aussi, j'ai une autre séance. D'accord, c'est bon? Vous avez des questions? Sinon, on va se... Moi, en tous les cas, je vais lancer la séance. Celui qui vient, je fais la séance. Parce que sinon, c'était de ma faute. Il y a un étudiant qui m'a écrit, m'a dit on était libre. Je n'ai pas vérifié sur l'emploi du temps. Parce qu'avant de programmer, j'ai vérifié la disponibilité des groupes. Et Madame, c'est vous qui a programmé la première que Madame Dourade. Malish, moi je ne sais pas. En tous les cas, je vais faire la séance après. Parce que c'est sa séance. Il n'y a pas de souci pour la logique mathématique. Il y a une autre séance pour les gens qui ont raté. D'accord, donc je vous remercie pour votre présence et l'enregistrement. J'ai enregistré la séance, je vais la déposer sur la Classroom. Ok, je vous en prie, merci. Oh. Merci.